nous allons poursuivre avec une dernière intervention avant de conclure ces journées. Et le fait est que l'AFROA avait commencé à travailler sur le sujet des réserves et que nous serons suivis cette année par un autre colloque sur le sujet des réserves, puisque l'ICOM, après avoir réalisé un questionnaire au niveau international sur l'état des réserves, une grande enquête sur la situation des réserves à travers le monde. Et ils en ont publié récemment la synthèse, organisera donc en novembre prochain, c'est bien ça, ou fin octobre, un colloque à Paris. Et donc nous avons, pour conclure ces journées, la présence de François Mérès, qui a présidé ce groupe de travail au sein de l'ICOM et qui est également professeur des universités à Sorbonne Nouvelle et qui va donc nous présenter les grandes lignes de cette enquête, puisqu'ils en ont fait la synthèse. Merci beaucoup pour cette invitation. Et effectivement, c'est une rude tâche de terminer un petit peu ce colloque, sachant que vous avez eu 2 journées absolument épuisantes. C'est en même temps extrêmement réjouissant de voir autant de monde qui se passionne pour les réserves. Et ça nous laisse présager beaucoup de choses avec Gaël de Guichin sur le futur. Donc effectivement, brièvement, le contexte de cette étude, il est lié à partir effectivement de 2019, une recommandation de l'ICOM sur justement la nécessité de s'intéresser un peu plus aux réserves, et à partir de 2022, la création d'un groupe de travail sur les collections en réserve qu'il m'a été demandé de présider. Vous voyez qu'effectivement, Gaël de Guichin représentait ICOM CC notamment. C'est un comité international avec des représentants, on pourrait dire, de tous les pays, et c'était bien la volonté effectivement de l'ICOM que d'essayer d'avoir une vision plus globale sur la situation des réserves à travers le monde. Et donc c'est dans ce cadre que c'était l'un des premiers objectifs qu'on s'est fixé. Une enquête internationale a été lancée à partir de 2023. Elle a été lancée en mars 2023, elle s'est arrêtée en juillet. Et globalement, il s'agissait non pas bien sûr de développer une enquête qui soit exhaustive, mais en même temps d'essayer d'avoir un premier bilan, puisqu'en fait on avait très peu d'informations. Les informations globales qui remontaient, enfin qui étaient les plus pertinentes, remontaient à 2011. C'était une enquête internationale qui avait été développée par l'ICROM. Spoiler, effectivement, là aussi, les résultats sont relativement identiques en matière de difficultés, de problèmes qui se posent pour les réserves à travers le monde. Nous avons collecté un peu plus de 1100 réponses. Alors, essentiellement, on pourrait dire, comme vous le voyez, un peu plus de 50%, près de 60% qui viennent d'Europe. Alors, globalement, ça ne représente pas totalement, on pourrait dire, les musées à travers le monde, puisqu'on sait qu'il y a 100 000 musées et que globalement, un tiers serait en Amérique du Nord, mais ça représente assez bien, finalement, on pourrait dire, la répartition de l'ICOM, puisque vous savez que les Américains sont plutôt EEM que ICOM, d'une part, comme les Britanniques. En même temps, on a des représentations qui ne sont pas du tout négligeables et qui nous permettent d'avoir des informations importantes sur l'état des réserves en Afrique, dans les États arabes, en Asie, en Amérique latine, etc. Bref aperçu, on pourrait dire, de cette représentativité, c'est aussi que cet état des réserves, il ne parle pas de toutes les plus belles réalisations que nous avons entendues durant ces 2 journées, avec des résultats tout à fait remarquables, mais aussi de très petits établissements, d'établissements qui ont beaucoup de problèmes, d'établissements qui n'ont parfois aucun régisseur ou très peu de personnes, qui sont situés dans, essentiellement, on pourrait dire effectivement, des villes petites et moyennes, qui sont globalement, bien sûr, des musées relativement récents, mais aussi pour près de 30% des musées qui ont près d'un demi-siècle, voire beaucoup plus, effectivement, plus de 100 ans. Donc là aussi, on a une assez grande représentativité, on pourrait dire, de toutes les situations, et notamment aussi de tous les systèmes et de tous les types de collections. Alors, la question qui avait été posée dans l'enquête qui, comme vous le savez, est librement consultable sur le site de l'ICOM et que vous pouvez très facilement télécharger. Cette enquête, elle permettait aussi à un musée d'avoir plusieurs réponses en disant j'ai évidemment des collections de beaux-arts, mais aussi d'archéologie, etc. Donc, on n'a pas ici une répartition, on pourrait dire, des musées
monothématique, et donc une répartition du type de musée à travers le monde, mais ce qu'on voit, c'est effectivement la diversité, aussi bien, on pourrait dire, sciences naturelles, beaux-arts bien entendu, histoire militaire, ethnographie, etc. On retrouve cette disparité, on pourrait dire, à travers, bien sûr, la taille des musées. Je vais donner une seule statistique qui concerne le nombre d'objets dans les collections. Vous voyez qu'il y a quand même pratiquement, on pourrait dire, un quart des musées qui sont très petits. Il y en a près de 10% qui ont moins de 1000 objets, et il y en a un peu plus de 16% qui ont moins de 5000 objets. Donc on se trouve avec des très petits établissements, et bien sûr, il y a aussi, et ils sont probablement un peu surreprésentés dans l'enquête, des très grands établissements, puisqu'en fait, ceux qu'on appelle les musées millionnaires, qui accueillent aussi, ce sont souvent les mêmes, des millions de visiteurs qui disposent évidemment de collections, parfois de centaines, voire évidemment de dizaines de millions de spécimens, plutôt pour l'histoire naturelle, mais aussi pour un certain nombre de musées d'archéologie. Ici, ils représentent tout de même effectivement près de un peu plus de 7%. Avec aussi cette répartition qui ne vous étonnera pas, c'est-à-dire que si on sélectionne sur les 1130 musées, les musées qui se présentent comme monothématiques, c'est-à-dire effectivement uniquement liés à un seul type de collection, d'archéologie, d'ethnographie, etc., on se rend compte bien sûr que les collections qui comptent, par exemple, plus d'1 million d'objets, on les retrouve plutôt dans les musées d'archéologie ou dans les musées de sciences naturelles, et évidemment beaucoup moins dans des musées qui s'affichent comme thématiquement plutôt de beaux-arts. Ce qui ne vous étonnera pas non plus, c'est la part des collections qui se situent en réserve, donc évidemment la part des collections qui sont exposées au public. Vous voyez qu'un quart stipulait que pratiquement un quart, et donc plus de la moitié disait nous avons environ 5%, voire beaucoup moins, de nos collections qui sont exposées, donc le reste étant évidemment en réserve. Ce qui signifie bien sûr cette importance dont vous savez évidemment, là vous êtes tous et toutes convaincus de cette importance des réserves, mais c'est aussi un combat qui est mené notamment par un certain nombre d'entre vous sur la question des réserves. Et c'était dans ce cadre-là, évidemment, que la réflexion de l'ICOM portait pour dire que, bien sûr, ces collections, elles sont très importantes, mais elles sont d'abord situées dans des espaces tout à fait particuliers. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est aussi les personnes. Le nombre de personnes attachées à l'inventaire est similaire au nombre de personnes qui sont attachées, effectivement, aux réserves. Généralement, plutôt une personne, plus d'un tiers des établissements, une personne, mais 14% n'ont personne qui est en charge de la question des réserves. Et ça témoigne évidemment du nombre de problèmes qu'on peut retrouver dans beaucoup de petits établissements. Alors vous voyez aussi que près de 17% ne sont pas désignés officiellement en charge des réserves. Et si on regroupe ceux qui ne sont pas désignés ou qui ne l'ont pas dans la description de leur poste, vous voyez que près d'un tiers des musées signalent qu'effectivement, il y a sans doute quelqu'un. Globalement, on le sait, mais en même temps, ce n'est pas la partie la plus importante. D'où évidemment un problème que vous êtes un certain nombre évidemment à connaître, qui est de savoir évidemment qui est en charge des réserves. Et donc si personne n'est en charge, on sait évidemment ce que ça peut reproduire et produire dans les années ultérieures. Sur les réserves elles-mêmes, puisqu'évidemment le questionnaire portait sur un état qui était à la fois quantitatif mais surtout aussi qualitatif sur les questions qui se posaient par rapport aux réserves. Évidemment, est-ce que ces réserves ont été conçues spécialement pour accueillir des collections ou bien est-ce que ce sont justement des pièces, des couloirs, des corridors qu'on a transformés plus ou moins, comme vous pouvez le voir. Alors, en moyenne, 55% des musées répondent qu'effectivement ça a été créé spécialement pour accueillir des collections. Ça veut dire quand même que 45% sont dans des bâtiments pour lesquels les locaux n'ont pas été évidemment conçus pour acquérir et conserver des collections. Et vous voyez que ce problème, on le retrouve à beaucoup d'endroits. Pas simplement, évidemment, dans les pays dont on pourrait dire, et là aussi c'est une remarque qui est très ancienne, c'est que ce n'est pas, on pourrait dire, un écart entre nord et sud. C'est effectivement des problèmes qu'on retrouve aussi bien en Europe que, bien entendu, en Afrique, dans les États arabes, avec peut-être une différence
avec les musées d'Asie-Pacifique, et notamment probablement les musées asiatiques, dont vous savez évidemment qu'un grand nombre de ces établissements ont été très largement rénovés. Beaucoup de musées ont été construits ces 15-20 dernières années. Il suffit de songer évidemment à la Chine pour voir que, globalement, ces réserves, elles ont été conçues et à ce moment-là, imaginées comme des bâtiments de réserve. Avec des surfaces qui sont parfois extrêmement différentes là aussi. Quelques très grandes réserves. Et là aussi, ce qu'on retrouve, c'est pour les réserves qui font plus de 1000 m², par exemple, c'est aussi en Asie et Pacifique qu'on retrouve la plus grande partie des musées qui ont répondu et qui possèdent des grands bâtiments. Mais on retrouve aussi beaucoup de petits établissements avec des réserves de moins, parfois même de 20 m², ou entre, effectivement, 20 et 50 m², etc. Ce qui montre aussi cette grande disparité, évidemment, des établissements, des musées à travers le monde, qu'on retrouve à travers toutes les enquêtes. Ici, je parlerai des réserves sur site. Il y a aussi un volet, bien sûr, sur les réserves hors site, que je vais évoquer assez rapidement. Alors, ce qui est très intéressant, évidemment, à observer, c'est tout de suite la question des espaces, auxquels tout le monde est confronté. Vous voyez que pratiquement un tiers signale que il n'y a plus d'espace. Et globalement, comme vous pouvez le voir, ceux qui sont optimistes et qui disent qu'il y a encore 25, voire plus de 50% d'espace pour les musées sont évidemment extrêmement réduits. Au plus le musée est ancien, au plus évidemment ce problème est important, même si parfois on peut observer des différences avec des musées relativement anciens mais relativement grands qui ont justement procédé à des aménagements importants, etc. Et évidemment, ça ne vous surprendra pas, ceux qui sont les plus récents ont ceux qui ont le moins de problèmes. Hors site, et c'est très intéressant de voir que pratiquement la moitié des établissements disposaient et signalaient qu'ils avaient aussi des espaces qui étaient hors site. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que là aussi, beaucoup de ces établissements, enfin beaucoup de ces réserves sont accessibles à plus d'une demi-heure en voiture ou bien entre 15 minutes et 30 minutes. Donc ce sont cette logique-là d'avoir des espaces qui sont très éloignés, c'est une logique qu'on rencontre un peu partout à travers le monde. Avec malheureusement le même constat, c'est-à-dire que même si on dispose de réserves hors site, on se rend compte que ce n'est pas pour ça qu'il y a potentiellement plus d'espace. Il y a globalement la même répartition qu'on observe en matière de capacité. D'un point de vue quantitatif, on a posé un certain nombre de questions qui avaient été déjà posées par l'ICROM en 2011 et on retrouve globalement les mêmes types de réponses. Alors, on pourrait se dire c'est le verre à moitié plein ou évidemment le verre à moitié vide. Ce qu'on observe, c'est... Alors, on a posé les questions en disant, est-ce que vous avez assez de compactus ? Vous voyez ici qu'il y en a 30% qui considèrent qu'il y en a assez, 45% qui ont assez de palettes. Globalement, en fait, la plupart se plaignent évidemment, et plus de la moitié se plaignent qu'ils ne disposent pas d'assez de mobilier, que ce soit des étagères, des armoires à plantes, des racks, des palettes, des compactus, etc. Contre plus ou moins 40%, voire un peu moins, qui considèrent que c'est un peu mieux. 60% considèrent néanmoins que les espaces de stockage sont adaptés aux collections, mais en revanche, bien sûr, ils sont moins nombreux à considérer que les objets sont conservés, tous ces objets sont conservés vraiment dans des bonnes unités de stockage. C'est très intéressant de voir aussi, et c'est un problème que dans une autre vie, quand j'étais directeur de musée, j'avais déjà rencontré. À cette époque-là, on croisait des visiteurs dans les réserves qui s'étaient égarés, et globalement, on retrouve ce même type de problème, c'est-à-dire que 25% des musées qui ont répondu considèrent que tout le monde peut y entrer. Et donc, il n'y a pas de système qui permet justement d'avoir des barrages filtrants, entre guillemets, pour justement ne pas avoir, comme vous le savez, soit des déplacements, soit un certain nombre d'éléments de mobilier qui n'y ont rien à faire, qui sont positionnés, etc., etc. Manque de procédure écrite, 40%. Le personnel, alors, globalement, on pourrait se dire, finalement, il y a quand même... 71% qui considèrent qu'il y a une formation adéquate pour le personnel, mais ça fait tout de même presque un tiers qui considèrent qu'il n'y a pas tout de même suffisamment de formation.
Et en même temps, on retrouve toujours ce problème, évidemment, environ de 15% des établissements pour lesquels on ne sait pas qui, effectivement, est en charge des réserves. On retrouve ces mêmes problèmes. Alors, globalement, les réserves sont pleines. C'est là que tout le monde se dit, pour plus de la moitié, en quelque sorte, bah oui, elles sont pleines. Et donc, évidemment, ça rebondit sur ce qui avait déjà été évoqué. On retrouve ce même type, évidemment. Vous voyez que ce qui est bleu, c'est quand on se dit il y a des difficultés. Alors, on voit que la barre orange est plutôt quand même majoritaire, mais on se dit néanmoins que, effectivement, par exemple, plus de 50% des établissements qui n'ont pas d'espace de mise en quarantaine, ou un peu plus de 50%, bien sûr, donc, le caractère plein des réserves, et en même temps, les réserves qui ne sont pas nettoyées pour pratiquement 40%, etc., de ces établissements. On se rend compte, bien sûr, de toutes les difficultés qui forcément ne sont pas celles des établissements dont on a beaucoup entendu parler ces dernières heures, mais qui constituent, on pourrait dire, le terrain de l'ensemble du système muséal mondial. Et je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais on se rend compte que si, effectivement, les constantes de conservation, les problèmes relevés en matière de conservation préventive, qui sont aussi bien des questions liées au vol que des questions concernant les problèmes de rongeurs, les infestations d'insectes, la détection incendie, les difficultés, etc., ne sont pas majoritaires, mais demeurent extrêmement importants pour facilement une dizaine de pourcents, voire parfois. Alors, le point qui est encore souligné, et c'est très intéressant évidemment dans le cadre des présentations de cet après-midi, c'est cette idée de maintenir un climat hygrométrique stable, et on sait évidemment ce que cette norme a amené comme chape, on pourrait dire, de plomb en quelque sorte, et de difficultés pour beaucoup de responsables, et qui continue évidemment d'avoir cette difficulté, et de montrer évidemment que c'est l'un des éléments auxquels ils se trouvent confrontés et auxquels ils pensent immédiatement en se disant « s'il y a un problème, c'est notamment celui-là ». Mais en même temps, on voit que pratiquement chaque fois, une dizaine de pourcents signalent, ou un peu moins, qu'il y a quand même des infestations d'insectes, des problèmes, etc. Le dernier volet de cette enquête portait sur des questions liées justement, d'une part, à des questions de gestion quotidienne, les questions de financement, et d'autre part, ce que les personnes qui avaient répondu aux enquêtes, et donc ce ne sont pas tous des régisseurs, souvent ce sont des régisseurs, souvent ce sont des personnes qui sont en charge, parfois c'est aussi évidemment le directeur de l'établissement, puisqu'il n'y a pas de régisseur, ou bien le responsable parfois de la communication qui a répondu, et donc là on a parfois des réponses qui peuvent un tout petit peu varier, j'y reviendrai. Alors, ce qui est intéressant, là, on leur a demandé de se positionner en se demandant s'ils étaient tout à fait d'accord, pas du tout d'accord par rapport à un certain nombre d'assertions qu'on leur disait. Notamment, de nouveaux investissements sont prévus pour les réserves. Et là, globalement, on pourrait dire qu'il y en a pas mal qui sont plutôt positifs. L'autre élément qui est très intéressant, la gestion des réserves est prioritaire pour la direction du musée. Alors, on voit qu'il y a plus de 50% qui se considèrent que c'est effectivement le cas. Alors, si on observe un peu plus finement et qu'on regarde et qu'on catégorise ces éléments en regardant qui a répondu, on se rend compte que si c'est un scientifique ou un régisseur, les chiffres sont beaucoup moins importants. Quand c'est le directeur, c'est plutôt bon, évidemment, puisque c'est forcément lui qui ne va pas non plus se dire qu'il est très mauvais par rapport à ces éléments et qui considère que c'est nul. Mais c'est évidemment là aussi les limites, on pourrait dire, bien sûr, de la personne qui répond à ce type d'enquête, en quelque sorte, puisqu'elle a été lancée à des adresses concernant l'ensemble des membres, et donc notamment toute une série d'autres responsables qui ont répondu pour leur musée. Comme vous le voyez, alors, la gestion de réserves bénéficie de financement adéquat. Là, en revanche, on se rend compte que c'est assez négatif, voire très négatif. Et donc, on a ce verre à moitié vide en disant, d'un côté, c'est pas adéquat, c'est pas suffisant, majoritairement. Et en même temps, on considère, et on pourrait dire les régisseurs sont très optimistes par rapport à l'avenir, puisque tous ou beaucoup signalent qu'il y aura quand même de nouveaux investissements qui seront prévus ultérieurement. L'un des points qui nous intéressait aussi concernait justement la question de la médiation, dont on sait à quel point elle est devenue très importante, notamment pour les réserves visitables, etc.
la gestion est plus importante que les activités centrées sur les visiteurs, on se rend compte effectivement que là aussi, les gens se disent ben non, effectivement, c'est pas tout à fait le cas, c'est plutôt le contraire. Alors, pour les financements, on se rend compte aussi que cette question du financement, on la retrouve partagée par la plupart des musées, qu'ils soient grands ou petits, qu'ils soient venus de régions géographiques très très différentes, même si, comme vous pouvez le voir, globalement, ceux qui accueillent le plus de visiteurs sont ceux aussi qui considèrent que globalement, on fait le plus pour eux. Au plus le musée est petit, en quelque sorte, au plus il a des difficultés par rapport au financement. Et globalement, là aussi, on voit que, mis à part quelques régions spécifiques, comme par exemple les États arabes, et on songe évidemment à toute une série de nouveaux établissements qui s'y sont créés plus récemment, et qui considèrent qu'il y a suffisamment, la plupart, et notamment effectivement l'Amérique latine, l'Europe orientale, l'Europe occidentale considère évidemment qu'il n'y a pas de financement adéquat par rapport aux réserves. Nous avons posé un certain nombre de questions aussi, justement, prospectives. Et nous avons voulu tester un certain nombre de questions qui nous apparaissaient comme des enjeux en matière de développement des réserves. Les collections et les réserves vont rester une priorité centrale pour notre musée. Globalement, vous voyez que les responsables considèrent globalement que c'est un phénomène qui est acté, en quelque sorte. À titre personnel, je serais beaucoup moins optimiste. En revanche, un certain nombre d'éléments qui nous apparaissaient comme des tendances assez importantes, notamment, on l'a vu avec toutes les réserves externalisées, etc., c'est globalement que les réserves vont progressivement quitter le bâtiment du musée pour des infrastructures qui seraient hors site. Là, on se rend compte que, globalement, la plupart des établissements préservent ou cherchent, ou ont encore en tête, y compris pour les années à venir, un modèle qui est relativement classique, en se disant, mais les réserves vont être toujours au centre du musée, elles ne vont pas quitter les musées, elles vont continuer en quelque sorte d'être dans ces activités. Et donc, l'activité même du musée va rester globalement similaire à celle que nous connaissons. Et donc, par exemple, l'idée qu'un certain nombre de nouveaux types d'infrastructures qui seraient gérées de manière indépendante, on pense justement à des structures comme le dépôt à Rotterdam, etc., ou bien Chenu, d'une certaine manière, pourrait être une solution qui se développerait. Globalement, pour l'instant, l'essentiel des musées à travers le monde ne voit pas cette évolution comme très importante. En revanche, ce qu'il est intéressant de voir, c'est effectivement la question du changement climatique qui, pour la plupart, est une donnée majoritaire. Et ceux qui considèrent que c'est très très faible sont extrêmement minoritaires à ces niveaux-là. Et c'est intéressant de voir que cette question-là du changement climatique, elle est partagée partout à travers le monde, y compris dans un certain nombre de pays qui ne sont pas en Europe. C'est-à-dire notamment, effectivement, pour les États arabes, pour l'Afrique, pour l'Asie et Pacifique, qui potentiellement considèrent que ces enjeux sont encore beaucoup plus importants pour eux que par rapport justement à nos propres régions, pour lesquelles on sait évidemment que ces changements vont être importants, mais en même temps, dans un certain nombre de régions à travers le monde, ces questions vont être beaucoup plus vitales encore pour les établissements et donc vont s'imprimer beaucoup plus pour l'organisation des réserves dans les années futures. C'est dans ce cadre-là, évidemment, que c'était la première étape, deuxième étape du groupe de travail, qu'effectivement une conférence internationale est prévue entre le 29 et le 31 octobre de cette année à Paris. Nous avons reçu un peu plus de 200 propositions et donc on en a sélectionné 80 avec une douzaine de keynote speakers, avec effectivement des séances plénières, 5 sessions parallèles, avec, j'espère effectivement, beaucoup de personnes pour vous accueillir. Il y aura une 50aine de posters qui devraient être proposés aussi. Et donc, globalement, on l'espère justement, un grand forum pour débattre sur un plan international de cette question qui nous intéresse tous et effectivement qui apparaissent comme un enjeu crucial pour les prochaines années. Je vous remercie.
Un grand merci à François Mérès pour cette restitution d'études très riches d'enseignements. Et donc, on se donne rendez-vous fin octobre. Je vais laisser maintenant la parole à Nathalie qui a assuré brillamment la coordination de ces journées d'études, ainsi qu'à Thomas, notre président. Un dernier petit mot pour vous demander de rendre les éco-cups qui nous servent pour toutes nos manifestations. Et puis également les porte-badges. On récupère nous aussi. Merci Céline. Bon voilà, c'est fini. Le temps passe. J'espère que vous avez été satisfait de ces 2 journées, que ça vous a apporté des éléments, je ne dirais pas pour faire une réserve idéale, mais pour vous aider à la réflexion de quoi que ce soit. Il n'y a pas de bonne et belle réserve. Le mieux, c'est de conserver comme on peut, avec ce qu'on a, nos collections. Alors, je vais passer tous les remerciements. D'abord, je remercie le musée d'Orsay de nous avoir accueillis, de nous avoir mis à disposition gracieusement cet auditorium. Je remercie, je fais comme dans les spectacles, la régie technique, Mélina, Pierre-Alexandre, Caroline et Quentin, qui ont été d'un professionnalisme exemplaire. Je remercie tous les intervenants. Beaucoup sont partis. Et je prie à tous les intervenants de m'excuser d'avoir été la méchante maîtresse du temps. Excusez-moi. Je remercie nos sponsors Vulcan et Bovis qui vous ont offert les cafés, les petites viennoiseries. France Muséum, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Je savais bien qu'il m'en manquait un. Et France Muséum, il y en avait 4. Enfin, je remercie, sans qui ces journées n'auraient pas eu lieu, le magnifique et splendide conseil d'administration de l'Afroa, en la personne de Céline, musée de Nantes, Anne-Laure, musée de Clermont-Ferrand, on a la France représentée, Anaïs, Paris, France Muséum, Laure, musée de l'Armée, Paris, Cécile, musée de Besançon, Aude, Pompidou, Paris, Mélanie, Orsay, qui a mis les petites caisses, Justine, j'ai un bug, Louvre, pardon, excusez-moi, j'en perds mes mots, Claire, musée du sport de Nice, tout le monde est là? Il manque Solène, où est Solène? Et Nathalie, musée de Poitiers, au cas où vous n'avez pas compris encore. Donc voilà, un gros travail, et je remercie les bénévoles, Pauline, Clara et Zoé, qui nous ont aidés à laver les éco-cups, etc. Et je remercie aussi les adhérents qui ont fait partie des workshops qui ont abouti en fait à la programmation de ces 2 journées. Donc ça fait quand même 2 ans qu'on est dessus. Voilà, donc c'est 2 ans de travail. Je ne sais pas ce que je vais faire demain soir, du coup. Je vais avoir un coup de blues, je pense. Alors Solène, on t'attend. Qui était partie, je ne sais pas quoi faire dans le musée d'Orsay. Donc Solène des musées de Montbéliard. Voilà, on est au complet. J'ai oublié personne? Non, je passe donc le micro à notre président. Non, mais il va dire un petit mot quand même. Merci à vous aussi, le public, d'avoir été là. Merci, c'était le moment, c'était le petit kiff perso, on aime bien ça. Non, t'as déjà tout dit, donc juste encore une fois, merci à toutes et tous d'être là. C'est tellement important pour nous de vous voir aussi nombreuses et nombreux chaque année. Donc ça fait plaisir, c'est un kiff. On espère que vous allez encore adhérer, nous suivre, être présentes. Et on vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines et dans les prochains mois pour des visites, des rencontres conviviales et peut-être petit teasing pour des groupes de travail où on vous demandera éventuellement une participation et votre aide pour faire avancer et encore dialoguer sur certains sujets comme celui d'aujourd'hui. Parce qu'on vous voit toujours plus nombreuses et nombreuses, on est très contents, on est très contents, mais ça veut dire aussi qu'il y a une demande de votre part, qu'il y a un besoin d'entraide, d'échange sur plein de questions pertinentes et importantes de notre quotidien, et donc on y pense, on ne l'oublie pas, et on espère qu'on ne vous décevra pas. Voilà, merci. Merci. Et merci Mélanie, et merci à Mélanie pour l'intermédiaire entre Musée d'Orsay et nous. Voilà. Oui, non, mais officiellement, merci Nathalie, vous l'avez compris. Désormais, on fait à chaque fois, c'est un coordinateur, une coordinatrice par journée d'études, et cette fois-ci, c'était donc Nathalie qui s'y est collée. Donc merci beaucoup pour ces 1 an et demi de travail, c'était super.
Promis, c'était le dernier kiff. Merci.